Il y a quelques mois, j'ai affronté la femme qui avait séduit et piégé mon fils de 19 ans. Dans sa villa luxueuse, j'ai su que l'une de nous ne survivrait pas. Mon Léo, mon génie, était sa proie et j'étais son dernier espoir. Elle nous avait attirés dans son antre, Marc et moi. Marc, cet ami précieux, ancien flic, qui avait répondu à mon appel désespéré sans hésiter une seconde. La villa d'Isabelle, c'était ça, son terrain de chasse. Un écrin de luxe et de technologie de pointe, mais qui pour moi, ce soir-là, ressemblait davantage à une prison dorée. Un mausolée pour les rêves brisés de jeunes hommes comme mon Léo. Nous n'étions pas là par hasard. Chaque pas à l'intérieur avait été calculé. Chaque silence pesait une tonne. Et elle, Isabelle Dubois, si c'était bien là son véritable nom, car avec elle, tout n'était que façade et mensonge. Elle nous attendait, calmement, comme une araignée au centre de sa toile. Dans son salon immense, baigné d'une lumière artificielle froide, elle trônait, un verre à la main, peut-être, ou un simple regard suffisant pour imposer sa domination. Mais ce n'est pas elle qui retenait toute mon attention. Non, c'était cet écran géant, fixé au mur, qui diffusait l'horreur en direct. Mon Léo, mon fils de 19 ans, mon génie, celui qui voulait changer le monde avec son application ConnectSphere. Il était là, ligoté à une chaise, dans ce qui semblait être une pièce insonorisée, presque un coffre-fort. Son visage était pâle, ses yeux à demi clos, à peine conscient. La vision de mon enfant, si vulnérable, si brisée, a failli me faire défaillir. Une douleur si aiguë, si viscérale, qu'elle me coupait le souffle. Isabelle a suivi mon regard, un sourire imperceptible étirant ses lèvres. Elle n'avait pas besoin de mots. L'image parlait pour elle. Elle le tenait. Elle tenait sa vie entre ses mains. Puis d'une voix dénuée de toute émotion, elle a exposé ses conditions. Elle voulait que je signe des papiers. Des documents qui céderaient tous les droits de ConnectSphere, l'œuvre de Léo, son bébé, à une de ses sociétés écrans. C'était ça, son modus operandi. Celui que j'avais découvert au péril de ma santé mentale durant ces dernières semaines d'enquête frénétique. Séduire de jeunes talents prometteurs, s'insinuer dans leur vie, gagner leur confiance absolue, puis les déposséder méthodiquement de leur création, de leur avenir. Et une fois le trésor acquis, la coquille vide, l'inventeur devenait un problème à éliminer. J'avais lu les articles, les allusions à des accidents suspects, des disparitions inexpliquées. Mon cœur de mère savait. Léo était le prochain sur sa liste macabre. Ce soir-là, dans cette villa, le piège final s'était refermé. Mais comment un jeune homme aussi intelligent, aussi passionné, et habituellement si ancré dans la réalité que mon Léo, avait-il pu se retrouver dans une situation aussi désespérée, à la merci d'une femme comme Isabelle? La question me hantait, me rongeait. En repensant à ces derniers mois, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image terrifiante de manipulation et de prédation. Tout avait débuté par cette fameuse rencontre, presque anecdotique, dans une quincaillerie. Léo, toujours un peu dans sa bulle, cherchait une pièce spécifique pour l'un de ses projets technologiques. C'est là qu'Isabelle l'avait abordé. Il m'en avait parlé avec un enthousiasme qui, rétrospectivement, aurait dû m'alerter. « Maman, elle est incroyable. Elle a 45 ans, mais elle est si dynamique, si ouverte d'esprit. Elle s'intéresse vraiment à ce que je fais. Elle comprend mon ambition pour ConnectSphere. » Il avait des étoiles dans les yeux, mon Léo. Il se sentait enfin compris, validé par une personne extérieure à notre cercle familial. Une personne qu'il percevait comme influente et sophistiquée. Au début, je n'y voyais rien de mal. Une amitié, peut-être un mentorat. Léo avait toujours été un peu solitaire, absorbé par ses ordinateurs et ses lignes de code. Cette nouvelle relation semblait l'épanouir. Il souriait davantage, parlait avec une nouvelle assurance. Mais très vite, l'équilibre a basculé. Isabelle n'était pas qu'une simple connaissance. Elle est devenue son monde. Les dîners en famille se sont espacés. « Désolée maman, je suis avec Isabelle, on a une réunion importante pour l'appli. »
Les week-ends, autrefois consacrés à ses projets personnels ou à quelques sorties avec ses rares amis, étaient désormais entièrement dédiés à elle. Il a commencé à sécher des cours à l'université, des matières pourtant cruciales pour son avenir. Quand j'osais émettre une inquiétude, il se braquait. « Tu ne comprends pas, maman. C'est une opportunité unique. Isabelle a des contacts dans la Silicon Valley, elle va m'aider à percer. » Elle l'isolait méthodiquement, tissant sa toile autour de lui, le coupant de ses repères, de ceux qui auraient pu lui ouvrir les yeux. Elle le flattait, le couvrait de compliments, nourrissant son ego et son ambition naissante. Elle lui offrait un aperçu d'un monde de luxe et de pouvoir auquel il n'avait jamais eu accès. Dîner dans des restaurants étoilés, cadeaux coûteux, discussions sur des investissements à plusieurs zéros. Pour un jeune homme de 19 ans, issu d'un milieu modeste, c'était enivrant, presque irréel. Il buvait ses paroles, aveuglé par les promesses scintillantes qu'elle agitait devant ses yeux. Moi, pendant ce temps, je sentais une angoisse sourde grandir en moi. Cette femme, son influence, ce n'était pas sain. J'essayais de lui parler, de lui faire comprendre qu'il mettait ses études en péril, qu'il s'éloignait de nous. Mais mes mots se heurtaient à un mur d'incompréhension, parfois même d'agacement. J'étais la mère rabat-joie, celle qui ne voyait pas le potentiel immense de cette relation. Il était sous son emprise, une emprise douce et insidieuse, comme un poison lent qui s'infiltrait dans ses veines. Et chaque jour qui passait, il s'enfonçait un peu plus, s'éloignant de la lumière pour se rapprocher des ténèbres qu'elle incarnait si bien, sans que personne, et surtout pas lui, ne s'en rende encore compte. Mon instinct de mère, ce sixième sens infaillible quand il s'agit de nos enfants, ne me laissait aucun répit. Il y avait trop d'incohérences dans le discours d'Isabelle, trop de zones d'ombre autour de cette femme soi-disant providentielle. L'inquiétude s'est muée en un besoin impérieux de savoir, de comprendre qui elle était réellement. J'ai donc commencé à mener ma propre enquête, discrètement au début, pour ne pas alerter Léo, pour ne pas le braquer davantage contre moi. Mes premières recherches sur Internet, sous le nom d'Isabelle Dubois, n'ont pas donné grand-chose de tangible. Une femme d'affaires élégante, quelques mentions dans des cercles sociaux aisés, mais rien qui ne justifie mon malaise profond. C'est alors que j'ai eu l'idée de creuser plus loin, de chercher des variations de son nom, d'explorer des archives plus anciennes, des articles de journaux spécialisés dans le secteur technologique ou les faits divers économiques. J'ai passé des nuits entières devant mon ordinateur, les yeux rougis par la fatigue et l'angoisse, épluchant des centaines de pages, de liens, de commentaires oubliés. Et puis, un soir, alors que le désespoir commençait à me gagner, je suis tombé sur un article, un titre anodin parlant d'une start-up prometteuse qui avait fait faillite de manière suspecte quelques années auparavant. Le nom du jeune fondateur, un prodige du code, y était mentionné. Et en creusant ce nom, j'ai trouvé une connexion. Une partenaire d'affaires qu'il avait rejoint peu avant le crash. Une femme dont la description physique et le parcours, bien que sous un nom légèrement différent, ressemblaient étrangement à ceux d'Isabelle. Ce fut le premier fil d'une pelote macabre que j'ai commencé à dérouler, le cœur battant. J'ai contacté, sous couvert d'anonymat, d'anciens collaborateurs, des journalistes qui avaient couvert ces affaires. J'ai même fait appel à un vieil ami de mon défunt mari, un détective privé à la retraite, pour qu'il m'aide à rassembler des informations plus confidentielles. Ce que nous avons découvert ensemble a dépassé mes pires cauchemars. Isabelle, ou quel que soit le nom qu'elle utilisait à l'époque, avait un schéma. Un schéma précis, répété. Elle ciblait de jeunes inventeurs isolés, brillants mais souvent naïfs, en mal de reconnaissance. Elle les séduisait, devenait leur confidente, leur mentor, leur amante parfois. Elle les aidait à structurer leurs projets, à protéger leurs idées en leur faisant signer des contrats complexes, des cessions de droits déguisées. Une fois qu'elle avait la mainmise légale sur leur propriété intellectuelle, l'inventeur devenait encombrant. Plusieurs d'entre eux avaient connu des fins tragiques. Accidents de voiture inexpliqués, suicides douteux, maladies soudaines. Et à chaque fois, Isabelle, ou la femme qu'elle était alors, héritait ou revendait les brevets pour des sommes considérables.
La presse spécialisée, dont quelques articles courageux, mais souvent étouffés, l'avait surnommée la veuve noire de la tech. Mon sang s'est glacé. Mon Léo, son application ConnectSphere, il n'était pas son protégé. Il était sa proie, sa prochaine victime désignée. J'ai compris que je n'avais plus affaire à une simple manipulatrice, mais à une criminelle sans scrupules, une tueuse potentielle qui avait déjà du sang sur les mains. Le temps était compté. Après cette confrontation, ce déjeuner où j'avais tenté de jouer carte sur table et où elle m'avait si froidement rembarré, la situation s'est dégradée à une vitesse vertigineuse. C'était comme si mon intervention, ma tentative de la démasquer, l'avait poussée à accélérer ses plans, à resserrer son étau autour de Léo. Il est devenu encore plus distant, presque fantomatique. Ses visites à la maison se sont faites inexistantes. Ses réponses à mes messages, quand il y en avait, étaient laconiques, impersonnelles, comme dictées par quelqu'un d'autre. Je sentais qu'Isabelle tirait toutes les ficelles, le transformant en une marionnette désarticulée. Elle l'a noyé sous une pile de documents juridiques, des contrats d'exclusivité, des clauses de cession de propriété intellectuelle en cas d'investissement majeur, des procurations. Mon Léo, si brillant en code, était d'une naïveté désarmante face à la complexité du jargon légal et aux manœuvres financières. Il signait, persuadé que chaque paraphe le rapprochait de la gloire et de la fortune que lui promettait Isabelle. Il me parlait d'un investisseur providentiel qu'elle allait lui présenter, d'un deal qui allait changer sa vie. J'essayais de le mettre en garde, de lui dire de consulter un avocat indépendant, mais il était complètement sous son influence. Imperméable à toute critique la concernant. « Tu t'inquiètes toujours pour rien, maman. Isabelle sait ce qu'elle fait. Elle ne me ferait jamais de mal. » Ces mots résonnent encore dans ma tête, teintés d'une ironie tragique. Et puis, un mardi matin, le silence. Le silence total. Léo ne s'est pas présenté à un examen important à l'université. Ses amis, les rares qui lui restaient, n'avaient aucune nouvelle. Son téléphone sonnait dans le vide. Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était plus de l'inquiétude, c'était une certitude glaciale. Elle l'avait complètement isolé, et maintenant, elle était passée à l'étape suivante de son plan macabre. La panique m'a submergée, une vague froide et paralysante, mais elle n'a duré qu'un instant. Elle a été remplacée par une sorte de lucidité désespérée, la lucidité de celle qui n'a plus rien à perdre. Il n'y avait plus de temps pour les doutes, pour les hésitations. Chaque minute comptait. J'ai attrapé mon téléphone. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. J'ai composé le numéro de Marc. Marc Delgado, un ancien collègue de mon défunt mari. Daniel, un homme droit, un ancien flic reconverti dans la sécurité privée, mais qui avait gardé ses réflexes, son réseau et surtout son sens de la justice. C'était mon dernier recours, mon seul allié possible dans cette bataille qui s'annonçait. Marc, ma voix était à peine un murmure. C'est Hélène Marchand. J'ai besoin de ton aide. C'est Léo, mon fils. Il est en danger. Une femme, elle va le tuer. J'ai déversé toute l'histoire, toute mon angoisse, toute ma terreur, en quelques phrases hachées. Il m'a écouté, sans m'interrompre, avec ce calme professionnel qui m'a étrangement rassuré. Quand j'ai eu fini, il n'a posé qu'une seule question. Où est-il susceptible d'être ? Nous savions tous les deux que la villa d'Isabelle, cette forteresse qu'elle s'était construite, était la réponse. Le compte à rebours avait commencé. Pénétrer dans la villa d'Isabelle, c'était comme s'aventurer dans l'antre du loup, sachant pertinemment que le piège était déjà refermé. La nuit était tombée, ajoutant une couche d'oppression à l'atmosphère déjà irrespirable. Chaque ombre semblait cacher une menace, chaque grincement du parquet nous faisait sursauter. Marc, avec son expérience d'ancien policier, était d'un calme olympien, du moins en apparence. Il a analysé le système de sécurité sophistiqué, caméras infrarouges, détecteurs de mouvement, serrure électronique, et a commencé à le déjouer méthodiquement avec une précision chirurgicale. Pour moi, chaque seconde qui s'écoulait était une torture, l'image de Léo, impuissant, prisonnier, gravée dans mon esprit. Après ce qui m'a paru une éternité, nous étions à l'intérieur. La maison était immense, silencieuse, d'un luxe ostentatoire et froid. On aurait dit un musée, pas un lieu de vie. Nous avancions avec prudence,
Marc en tête, scrutant chaque recoin. Et puis, nous l'avons trouvée. Ou plutôt, c'est elle qui nous a trouvés. Elle était assise dans son salon high-tech, comme si elle nous attendait, un léger sourire énigmatique aux lèvres. Un pistolet était posé négligemment sur la table basse en verre à côté d'elle, à portée de main. La désinvolture avec laquelle elle le considérait était plus terrifiante que si elle l'avait pointé directement sur nous. « Je savais que vous viendriez, Hélène. » Sa voix était douce, presque mielleuse. L'amour d'une mère, n'est-ce pas? Tellement prévisible. Sur l'écran géant mural, l'image insoutenable, Léo, toujours ligoté. Mais cette fois, on voyait clairement les marques sur ses poignets, la pâleur de son visage. Il semblait encore plus faible. Mon cœur s'est serré au point de me faire mal physiquement. Il a fait son choix, voyez-vous, a continué Isabelle en se levant lentement. Ou plutôt, je l'ai fait pour lui. Maintenant, c'est à vous de faire le vôtre. Vous signez ces documents, ici et maintenant. Elle a désigné une liasse de papier sur la table. Et Léo aura peut-être une chance de revoir la lumière du jour. Sinon, son sourire s'est élargi, révélant une cruauté sans phare. C'était un chantage odieux, une torture psychologique. Soudain, Marc a agi. Avec une rapidité fulgurante, il a lancé un petit dispositif qu'il tenait caché vers le tableau électrique principal, visible dans un coin de la pièce. Une gerbe d'étincelles, un bruit sec et une partie des lumières s'est éteinte, plongeant la pièce dans une semi-obscurité angoissante. Les alarmes se sont mises à hurler, un son strident et assourdissant. La diversion parfaite. « Trouve Léo !» m'a crié Marc, alors qu'un homme de main massif, sorti de nulle part, se jetait sur lui. Léo était là, affalé sur sa chaise. J'ai à peine eu le temps de pousser un cri de soulagement qu'Isabelle a surgi derrière moi, les yeux flamboyants de rage. Elle n'avait plus son pistolet, perdu dans la confusion, mais elle tenait un couteau de cuisine à la lame échillée. La lutte a été brutale, désespérée. Je n'avais aucune chance physiquement, mais je me battais avec l'énergie du désespoir, griffant, mordant, essayant de protéger mon corps et d'atteindre mon fils. Elle m'a projeté au sol. Le couteau s'est dangereusement approché de ma gorge. J'ai fermé les yeux, attendant le coup fatal. Et c'est là, alors que tout semblait perdu, que j'ai entendu la voix faible mais distincte de Léo. Connexfer, protocole 0, activation. Une phrase qu'il avait dû programmer en secret. Le système de sécurité, celui qu'Isabelle croyait maîtriser, s'est retourné contre elle. Des lumières stroboscopiques d'une intensité insoutenable se sont allumées. Une sirène suraiguë a retenti spécifiquement dans cette pièce. Et les lourdes portes blindées se sont refermées avec un claquement métallique, la piégeant à l'intérieur avec nous. Mais désorientée, aveuglée. Au même moment, j'ai entendu des bruits de lutte cesser dans le couloir, puis la voix de Marc. « Hélène, ça va? La police arrive. » Le cauchemar prenait fin. L'arrivée de la police, les gyrophares balayant les murs de cette villa maudite, a sonné la fin du cauchemar. Isabelle, désorientée et piégée par le propre système qu'elle pensait contrôler grâce au génie de Léo, a été appréhendée sans opposer plus de résistance, tout comme son homme de main, neutralisé par Marc. Voir mon fils enfin libéré de ses liens, même s'il était faible et encore sous le choc, a été le plus grand soulagement de ma vie. Nous étions en vie, nous avions survécu. Les semaines et les mois qui ont suivi ont été un long chemin vers la guérison, pour Léo comme pour moi. Il a fallu du temps pour panser les blessures, physiques et surtout psychologiques. La trahison d'Isabelle, cette femme en qui il avait placé toute sa confiance, l'avait profondément marqué. Il y a eu des cauchemars, des moments de doute, une méfiance nouvelle envers le monde extérieur. Mais Léo est fort, plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. Lentement, il a retrouvé ses repères, sa passion pour le code revenant comme une flamme qu'on croyait éteinte. L'enquête a révélé l'ampleur des manipulations d'Isabelle, ses victimes précédentes, son réseau complexe de société-écran. Justice est en train d'être faite, même si aucun verdict ne pourra jamais effacer la douleur qu'elle a infligée. Pour Léo, la plus grande victoire a été de reprendre le contrôle total de son application ConnectSphere. Ce qui avait failli devenir l'instrument de sa perte est redevenu son rêve, son projet.
Et puis, il y a eu Chloé, une jeune femme pétillante et intelligente, rencontrée sur les bancs de l'université, qu'il avait timidement commencé à fréquenter avant qu'Isabelle n'accapare toute sa vie. Elle a été d'un soutien incroyable, comprenant sans juger, l'aidant à retrouver confiance en lui et dans les autres. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble sur Connexfer, une vraie collaboration cette fois, basée sur le respect et l'honnêteté. Voir Léo sourire à nouveau, voir cette complicité naissante, c'est ma plus belle récompense. Il a appris, à la dure, que le talent attire, mais que la vraie valeur réside dans les relations sincères et la prudence. Quand je repense à cette nuit-là, à ce moment précis où j'ai cru que tout était perdu, où j'ai dû me battre pour la vie de mon fils face à cette femme qui incarnait le mal, je sais que quelque chose s'est brisé en moi, mais quelque chose d'autre, d'infiniment plus fort, s'est révélé. L'amour d'une mère, cette force primaire, peut véritablement déplacer des montagnes, ou du moins déjouer les plans les plus machiavéliques. Cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, est un avertissement. Les manipulateurs, les prédateurs sont parmi nous. Ils ne portent pas toujours un masque effrayant. Parfois, ils ont le sourire le plus charmant, les promesses les plus alléchantes. Apprenez à écouter cette petite voix, votre instinct. Il se trompe rarement. Soyez vigilants, pour vous et pour ceux que vous aimez. Protégez vos enfants. Parlez-leur, même quand ils pensent tout savoir. Et n'oubliez jamais qu'en chacun de nous réside une force insoupçonnée, un courage capable de se manifester face à l'adversité la plus sombre. Parfois, il faut se battre, littéralement, pour ce qui compte vraiment. C'est ce que j'ai fait, pour Léo, pour notre avenir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce témoignage vous a interpellé, n'hésitez pas à le partager. Vos réflexions en commentaire sont précieuses. Prenez soin de vous et des vôtres. À bientôt.